Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. La session plénière du Sénat a approuvé ce mardi la résolution de demander au gouvernement d'accélérer la mise en place des instructions régissant le programme d'apprentissage en milieu de travail, Workplace Learning, lesquels prévoient l'organisation et la collaboration existant entre les acteurs impliqués dans le programme d'initiation au travail afin que les obstacles observés soient levés. Cette résolution a été adoptée après que la Commission du bien-être social et du droit de l'homme ait transmis à la session plénière du Sénat son rapport sur les programmes de promotion de l'emploi chez les jeunes et leur mise en exécution. Le président de la commission sénatoriale et du bien-être social et de droits de l'homme, Mouhié Adrien, a fait savoir que la commission s'est entretenue avec différents organes dans le but de savoir le résultat qui provient des programmes mis en place pour promouvoir l'emploi chez les jeunes, voir les défis qui sont là et les mesures prises. La commission a constaté des réalisations faites pour créer de l'emploi où depuis 4 ans, que la stratégie nationale de transformation NST1 a été mise en place. 778 630 emplois ont été créés, dont 658 630, soit 84,6%, sont destinés aux jeunes. La Commission a en outre constaté que des mesures ont été prises pour faire face aux défis observés dans l'emploi des jeunes. La Commission estime que des efforts s'imposent notamment dans la réconciliation des connaissances des pensées dans les écoles et les besoins du marché de l'emploi, éliminer tout ce qui entrave les jeunes entrepreneurs en ce qui concerne les crédits bancaires. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Le chef d'état-major des forces armées angolaises, le général Antonio Egidio de Souza Santos, est en visite officielle ici au Rwanda, qui a commencé ce lundi et se terminera vendredi. Mardi, le chef d'état-major et sa délégation ont eu des entretiens bilatéraux avec le chef d'état-major des RDF, le général Jean Bosco Kazula, au quartier général des RDF à Kimihurura. Il a également rendu un appel de courtoisie au ministre de la Défense, le général de division Albert Mulassira. Dans une interview après sa visite, le chef d'état-major angolais a déclaré que le but de sa visite est de renforcer la coopération militaire existante entre les forces des deux pays dans différents domaines et spécialités, dont les opérations et la formation. Le général Santos a également rendu hommage aux victimes du génocide de 1994 contre les Tutsis, enterrés au mémorial du génocide de Kigali, situé à Gisozi, et a visité le musée de la campagne contre le génocide. Il visitera également le collège de commandement et d'état-major des RDF à Musanze et la frontière du Rwanda avec la République démocratique du Congo avant son départ vendredi. C'est le journal de la télévision rwandaise qui continue. Merci d'être avec nous. Les résidents des secteurs qui ont été mis en confinement sans même que leurs districts respectifs soient confinés indiquent que les 14 jours qui leur sont donnés serviront d'introspection et cela permettra de renforcer le respect des mesures préventives contre la pandémie Covid-19. Amandine Dikoumassabo nous fait le point. Les résidents qui viennent d'être mis en confinement suite à l'ampleur que prend la pandémie de Covid-19 indiquent qu'ils sont conscients que la propagation de la pandémie dans leur localité est due au fait que les mesures de prévention sont prises à la légère par quelques individus qui, au final, contaminent les autres. C'est une décision qui nous a surpris, mais pas tellement vu que ces derniers jours, il y avait plusieurs cas d'infection à Shyorongi. Nous allons désormais prendre les instructions sanitaires au sérieux, car avant on pensait que c'était la ville de Kigali qui était en danger. C'est ici que j'effectue mes activités rentables. Nous sommes prêts à accepter les conséquences de cette pandémie. La décision de mettre ces secteurs en confinement a été prise sous base d'une analyse faite par les autorités sanitaires, comme l'explique le maire du district de Bugesera, Mutabazi Richard.
Lorsqu'il y a 10 cas d'infection parmi 100 tests effectués, sans toutefois faire des traçages ou faire un test pour des personnes vivant sous le même toit, c'est clair que le taux d'infection est élevé dans une localité donnée. Il est primordial que tout le monde respecte convenablement les instructions du confinement. Le ministre de l'administration locale Gatabazi Jean-Marie Vianney souligne la raison principale de mettre ces secteurs en confinement et ce qui est prévu pour les personnes qui n'ont pas de moyens largement suffisants pour les vivre au long de cette période de confinement. Presque tous ces secteurs ont plus de 10% de taux d'infection de la Covid-19. Ce confinement était donc nécessaire. Pour les secteurs où il y a des familles qui n'ont pas de quoi manger, il y aura une assistance sans aucun doute. Les secteurs qui ont été mis en confinement sont situés dans 13 districts qui étaient confinés, où plusieurs activités étaient effectuées pendant que les déplacements entre districts étaient suspendus. Ce confinement particulier commencera le 28 de ce mois de juillet. Amandine Dikoumassavo, Télévision Rwandaise. Les anciens des écoles d'enseignement technique et professionnel indiquent que les connaissances qu'ils acquièrent leur permettent de trouver très vite de l'emploi par rapport à ceux qui ont eu d'autres formations. Le gouvernement rwandais indique qu'il va davantage équiper ces écoles en matériel et revoir le curriculum pour l'adapter au développement du pays. Kassim Youssouf nous fait le point. Ces anciens des écoles d'enseignement technique et professionnel ayant un emploi ou s'en sont créés affirment que les connaissances acquises dans ces écoles sont pourvoyeuses de solutions au marché de l'emploi et concourent à égalité de chances avec d'autres, même des étrangers. Et c'est grâce aux cours que dispensent ces écoles avec une méthodologie moderne et la technologie. Il y a une certaine évolution dans l'apprentissage. Partant de mon expérience, j'ai fait l'enseignement technique depuis le secondaire et à ce moment-là, le matériel utilisé pour la pratique était manuel et aujourd'hui, il y a des machines qui s'adaptent à la technologie. Ceux qui ont fait leurs études techniques il y a 10 ans et ceux d'aujourd'hui, il y a une grande différence entre eux, surtout en ce qui concerne le progrès actuel. Le matériel et les connaissances dont le marché a besoin sont suffisants. Et puis, nous avons les mêmes connaissances que les étrangers et c'est maintenant facile. Ce qu'on ne sait pas, on le trouve sur Internet. Quand j'étais au tronc commun, je demandais tout aux parents, mais depuis que j'étudie dans une école technique, je peux réparer une voiture et je gagne 15 000 francs. Par semaine, j'épargne au moins 15 000 francs. Faire une formation technique vous évite de tendre la main. Mon ambition est de me payer les études universitaires et poursuivre mes études. Certains enseignants dans les écoles techniques et professionnelles, tant publiques que privées, affirment que les moyens et le matériel que le gouvernement place dans ces écoles font que le résultat des anciens de ces écoles soit effectif et concourt avec d'autres au marché de l'emploi, tant localement qu'à l'extérieur du pays. Ils indiquent toutefois que le gouvernement devrait fournir assez de moyens dans les écoles privées. Lorsque le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, s'est adressé la semaine dernière aux deux chambres du Parlement pour leur présenter les stratégies du gouvernement rwandais pour promouvoir les écoles techniques et professionnelles, il a fait savoir que le gouvernement va davantage fournir des efforts pour équiper ces écoles en matériel moderne et sans oublier la révision des curricula. Notre ambition est que l'école technique puisse disposer d'un atelier conforme à la formation technique des enfants de cette école. Un atelier avec du matériel vétuste. Notre travail est d'en apporter assez au fur et à mesure et je voudrais souligner que pour cela, nous devons trouver coûte que coûte de l'argent. Et puis, nous voulons que l'étudiant acquiert suffisamment de connaissances et qu'il puisse faire quelque chose. Nous sommes en train de faire cette réforme de manière très large en la conformant au marché de l'emploi, ce qui permettra à l'enfant d'être utile pour lui-même et pour le pays.
Le gouvernement du Rwanda s'est fixé comme objectif de construire chaque année 56 écoles techniques et professionnelles, de telle sorte que, dans le cadre de la stratégie nationale de transformation NST1 qui ira jusqu'en 2024, l'on puisse compter 454 écoles techniques et professionnelles. Concernant la technologie, les écoles polytechniques disposent de la connexion Internet à 100% et à 82% pour les écoles secondaires d'enseignement technique et professionnel. Toujours dans le domaine de l'éducation, la ministre de l'Éducation a déclaré qu'au cours des 5 dernières années, le nombre de problèmes liés à la mauvaise gestion des actifs et des finances à l'Université du Rwanda est passé de 246 à 52 seulement. Amandine Dikoumassabo nous en dit plus. Depuis 2013, aucune année ne s'est écoulée sans que l'auditeur général des finances publiques au Rwanda ne critique l'Université du Rwanda pour sa mauvaise gestion des finances et des actifs. La ministre de l'Éducation, Dr Uwamariya Valentine, a fait savoir que le principal problème est que ces dettes n'ont pas toutes de pièces justificatives, bien que la grande partie concerne l'Office rwandais de sécurité sociale. En général, l'Université du Rwanda a des dettes qui s'évalue à 14 milliards depuis qu'elle a été mise en place, dont plus de 4 milliards qu'elle a déjà payés jusqu'à présent et plus de 8 milliards qui n'ont toujours pas de documents justifiant comment cette dette sera remboursée. Une partie de cette somme provient de la contribution de l'Office rwandais de sécurité sociale, RSSB en sigle et en anglais, qui n'a régulièrement pas été honorée entre 1999 et 2008 et les années suivantes à partir de cette époque. Il y a une équipe qui est en train de faire une recherche et un suivi sur les arriérés de RSSB et plus de 1900 dossiers ont été revus et ce travail continue. La ministre de l'Éducation au Rwanda est revenue sur ce sujet ce mardi au cours d'une session plénière où elle a donné des explications par écrit après que le mois dernier la session plénière de la Chambre des députés n'avait pas été satisfaite de la justification qui était donnée à ce propos en parole, mais cette fois les explications écrites étaient satisfaisantes. Certains rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis dans l'ancienne commune de Luhasha et d'autres personnes qui ont travaillé avec Venant Lutunga dans l'ex-Isar, Lubona, l'actuel Rab, disent qu'il a joué un rôle déterminant dans le massacre des Tutsis qui s'étaient réfugiés sur le mont Lubona. Le fait qu'il soit traduit devant la justice rwandaise montre que le gouvernement est en bonne relation avec d'autres pays dans la poursuite de ceux qui ont exécuté le génocide et surtout de la première catégorie. Kassim Youssouf nous en dit plus. Rutunga Venant est né dans l'ancienne préfecture de Ruhengeri en 1949. Entre 1983 et 1984, Rutunga Venant a été directeur adjoint de l'ancien Isar Rubona, poste qu'il a occupé pendant longtemps, même à l'époque de Gahamanyi, qui était directeur général, et à l'époque de Charles Ndereyehe, également poursuivi pour le crime de génocide perpétré contre les Tutsis. Il a tenu des réunions avec d'autres personnes qui ont préparé le génocide, ce qu'on appelait la réunion de crise. Il était chargé de s'assurer que ce qui était dit était mis en exécution. Il faisait le tour pour recueillir des informations auprès de tout le monde, pour même savoir de quelle tribu on était. Certains témoins qui ont préféré garder l'anonymat pour des raisons de sécurité indiquent que Venant Rutunga avait présidé plusieurs réunions où l'on discutait de stratégies de mise en exécution du génocide perpétré contre les Tutsis. Dans l'ex-Isar Rubona s'étaient réfugiés beaucoup de Tutsis en provenance d'anciennes communes de Ruhasha, Rusatira, Maraba, Mbazi et Mugusa. Il y avait aussi des rescapés qui avaient échappé au massacre dans l'ancienne préfecture de Gikongoro. Les témoins ont dit que les Tutsis s'étaient défendus pendant un certain temps et qu'ils étaient confiants qu'ils survivraient car ils avaient vaincu les Interahamwe qui les attaquaient. Après la défaite, Venant Rutunga s'est rendu à Butare et a fait venir des gendarmes qui ont trouvé sur place des Interahamwe et des militaires et plus de 1000 Tutsis ont été massacrés dans l'attaque. Il y a eu une attaque et tout le monde les a combattus. Venant est allé à Butare et a apporté des renforts. Rutunga a amené des gendarmes. Et pour montrer qu'il connaissait ce plan, sa famille n'était pas là quand cela s'est produit. Ils sont même allés chez lui pendant qu'il se battait, mais les gendarmes
l'ont protégé et ont commencé à tirer partout en lançant des grenades. Ils avaient chez eux des Interahamwe et ils avaient déménagé. S'ils n'avaient pas été là, nous n'aurions pas fait face à une telle animosité. Selon les rescapés du génocide, le fait qu'il soit traduit devant la justice rwandaise, cela souligne les relations que le Rwanda entretient avec les pays étrangers dans la poursuite des auteurs du génocide perpétré contre les Tutsis, en particulier ceux de la première catégorie. Nous ne pouvons pas ramener nos proches, mais nous serons tranquilles en sachant que justice a été rendue et que ceux qui sont derrière les meurtres ont été traduits en justice. Si nous avons Rutunga, nous aurons même les autres. J'en suis certain. Le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide CNLG, le docteur Bizimana Jean Damascène, indique que si des pays étrangers extradent les auteurs du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, c'est qu'ils commencent à accorder de la considération au génocide perpétré contre les Tutsis et qu'ils ont foi dans le système judiciaire rwandais. Quand les pays ramènent les fugitifs, cela veut dire qu'ils ont confiance en notre système judiciaire, notamment pour les crimes qui impliquent le génocide de 1994 contre les Tutsis. Autre chose, c'est qu'ils savent que notre système judiciaire tient en considération les lois internationales et que les dossiers sont traités équitablement. Jusqu'à 1000 mandats d'arrêt internationaux ont été émis par le Rwanda au cours des 27 dernières années depuis la fin du génocide perpétré contre les Tutsis. En 2014, l'ONU a adopté la résolution 2150 rappelant à toutes les nations qu'elles sont obligées soit de juger les suspects de génocide pour leurs crimes, soit de les renvoyer au Rwanda pour faire face à la justice. L'Office rwandais du développement de l'agriculture et des ressources animales, RAB en sigle, indique qu'il y a de nouveaux médicaments qui sont déjà sur le marché destinés à relever les défis imposés par de petites bestioles qui, depuis quelque temps, endommagent les fruits et légumes, notamment les oranges, les mangues et les avocats. Les agriculteurs soulignent que certains parmi les pesticides qu'ils utilisaient n'étaient plus efficaces et les autorités de l'Office rwandais du développement de l'agriculture et des ressources animales assurent qu'il y aura une étude et une recherche approfondie en ce qui concerne ces pesticides. C'est le journal de la télévision rwandaise qui continue. Les patients de Covid-19 en soins à domicile dans le district de Ngoma disent qu'ils apprécient le rôle des conseillers de santé et l'administration du district assure qu'ils disposeront de l'équipement nécessaire à l'exercice de cette fonction. Umugwaneza Laetitia, conseillère en santé du village de Telimbere, secteur Lukira, district Ngoma, suit de près une maison avec 5 personnes infectées par le virus Covid-19, dont un bébé de 1 an. Les conseillers en santé ont appris des techniques pour éviter d'être infectés. Umugwaneza porte ici notamment un écran facial dans la maison des Aïmana où elle effectuait un test Covid-19. Les 5 personnes du ménage avaient été testées positives pour le Covid-19. Après le suivi, leurs nouveaux tests sont tous revenus négatifs. En termes de nutrition, ils disent qu'une des choses qui les a aidés est le lait de leur vache qui leur a été donné par le programme Giringa. Les conseillers en santé sont félicités pour leur rôle dans le suivi de la santé des patients Covid-19 en soins à domicile, comme mentionné par le maire du district de Ngoma, Nambaje Aphrodis. Les conseillers en santé sont des personnes très précieuses. Chaque village a 4 conseillers en santé. La première chose que nous attendons d'eux est de faire connaître la pandémie de Covid-19, car les citoyens ont besoin d'être constamment rappelés et d'être éduqués. Deuxièmement, ils sont proches des habitants et parce que ce sont eux qui les traitent normalement, il est difficile pour les résidents de se confier à eux. Ils doivent donc surveiller ceux qui sont infectés et les conseiller sur la marche à suivre.
Le maire du district de Ngoma a promis aux conseillers de santé que le district leur fournira le matériel dont ils ont besoin pour le suivi des patients Covid-19. Et avant d'accueillir les invités de ce journal, les riziculteurs dans le district de Nyagatare sont préoccupés par le manque de marché pour leur riz. Cela survient alors que la deuxième saison de récolte a commencé et que la production de la première n'a pas encore été vendue. Ils disent que malgré ce problème, ils sont satisfaits car suite au confinement, ils ont fourni 560 tonnes de riz qui ont servi à nourrir les familles vulnérables qui ont été touchées. Kassim Youssouf. Pendant la dernière saison culturelle, la coopérative rizicole de Nyagatare a reçu 4200 tonnes de riz. Les chiffres fournis par la direction de cette coopérative montrent qu'à l'heure actuelle, son stock contient jusqu'à 3000 tonnes de riz qui n'a pas encore été vendu. Cela signifie que 1200 tonnes ont trouvé un marché, dont 560 tonnes ont été achetées par le gouvernement pour soutenir les familles vulnérables qui ont été touchées par le confinement. Et le reste a été vendu par divers canaux. La direction de la coopérative de riz de Nyagatare souligne que le fait de pouvoir fournir du riz aux familles dont le besoin a permis de résoudre le problème d'un marché insuffisant, ajoutant qu'il est difficile de trouver un autre marché pour le stock de riz restant avant de recevoir la nouvelle récolte. D'un autre côté, les riziculteurs qui approvisionnent l'usine disent qu'ils sont inquiets que cette saison l'usine ne vienne pas récupérer la récolte de riz suite à l'augmentation des prix et pourtant cela n'a pas été le cas. Malgré cela, les usines sont toujours réticentes à acheter du riz. Le vice-maire en charge du développement économique du district de Nyagatare rassure les agriculteurs que le riz qu'ils ont récolté ne manquera pas de débouchés et qu'il existe un partenariat avec la rizerie pour trouver le marché. Dans le district de Nyagatare, le riz est cultivé dans différentes régions, dont Kagitumba, Muvumba et Rwangingo. La raison pour laquelle les agriculteurs choisissent de travailler avec l'usine de Nyagatare est qu'il est le seul à avoir la capacité de prendre soin de toute leur production, car les usines en dehors du district les obligent à payer moins, mais souffrent également à cause des frais de déplacement. Nous sommes rejoints dans ce journal par Wang Botao. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la récente demande de l'OMS à la Chine de rouvrir une nouvelle enquête sur l'origine de la Covid-19 en mentionnant la possibilité d'une fuite de laboratoire a été catégoriquement refusée par les autorités chinoises. Pourriez-vous nous expliquer un peu la position du gouvernement chinois ? Si je résume, voici les points essentiels qu'ont affirmé des officiels et scientifiques chinois lors de cette conférence de presse. Premièrement, la Chine s'est dite choquée par le nouveau plan de recherche de l'origine de la Covid-19 proposé par l'OMS, le jugeant arrogant et irrespectueux envers la science. Deuxièmement, la Chine a réaffirmé qu'il n'y avait jamais eu aucun accident dans le laboratoire P4 à Wuhan depuis sa création. Aucun personnel du laboratoire n'est tombé malade de la Covid-19. Troisièmement, la phase 2 de l'enquête sur l'origine de la Covid-19 doit respecter la science et nécessite une coopération internationale, et la Chine est prête à apporter activement le soutien nécessaire aux instituts et aux scientifiques concernés. Merci avec Kiao Donzo, un journaliste de CGTN. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Organisation mondiale de la santé a récemment proposé de mener en Chine donc une deuxième phase d'études sur les origines de la Covid-19. Quelle est la réaction du gouvernement chinois ? La Chine n'acceptera pas ce nouveau plan du traçage de la Covid-19, car ce plan met en priorité l'hypothèse de la violation par la Chine des procédures de laboratoire provoquant une fuite du coronavirus.
Rappelons-nous, l'équipe d'experts de l'OMS s'est déjà rendue à l'Institut de virologie de Wuhan et a conclu qu'il était extrêmement improbable que le virus se soit échappé du laboratoire. Ces experts sont des spécialistes chevronnés dans divers domaines et ils ont été soigneusement sélectionnés par l'OMS. Il faut donc respecter leurs conclusions. Renverser ces conclusions du jour au lendemain, ce serait de la farce et faire fi de la science. De plus, de nombreux scientifiques ont examiné à la loupe ce nouveau coronavirus et estiment qu'il ne présente aucune trace de modification artificielle. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je suis David Carmel Ngawile. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.